Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à un nouvel épisode d'A priori. Avant de commencer, l'AEAPRI tient à remercier son partenaire Gourou qui permet aux étudiants et étudiantes d'avoir de la bonne énergie tout au long de la session. Donc, merci Gourou. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de la 3e saison d'A priori. Je m'appelle Caroline et c'est moi qui va animer tout au long de la saison. Je suis présentement vice-présidente aux communications de l'AEAPRI, donc ça me fait extrêmement plaisir d'être là pour cette nouvelle saison du balado l'Association étudiante en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Question de bien débuter la saison. Aujourd'hui, je suis accompagnée de 2 biapristes, Jeanne et Liliane, qui vont nous parler de la participation citoyenne dans la démocratie. Donc, bonjour les filles, comment ça va bien? Comment ça va? Allô, ça va super bien, toi? Moi, ça va bien. Et toi, Jeanne? Moi, ça va super bien. Je suis très excitée de participer à ce beau podcast. Donc, avant de commencer, j'ai nommé que vous étiez biapriste. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de vous, votre année au BIAPRI? En quelle année vous êtes au BIAPRI, si vous avez des implications et autres? Oui, donc moi, c'est ma première année au BIAPRI, là, donc je débute ma 2e session. Je suis la coordinatrice du comité environnement du BIAPRI, donc de l'association étudiante du BIAPRI. Je suis très contente d'être ici, de pouvoir parler de participation citoyenne. Ça touche beaucoup mon comité par rapport à l'environnement. Donc, très contente d'être ici. Oui, donc moi également, comme Liliane, je suis à ma première année au BIAPRI à ma 2e session et je suis coordonnatrice du comité Action sociale. Donc, tout comme Liliane, la participation citoyenne, l'engagement et particulièrement l'engagement des jeunes, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Puis, je veux en faire un peu mon cheval de bataille en tant que VP. Donc vice-présidente à la représentation des premières années au sein de l'association des étudiants du baccalauréat international en relations, du baccalauréat intégré en relations internationales. Et affaires publiques. Et affaires publiques et relations internationales. Par chance qu'on a un acronyme, hein, parce que on va garder BIAPRI au lieu de le dire au complet. Ouais, c'est ça, donc BIAPRI, parce que l'acronyme est trop difficile à redire. Je suis vraiment contente de vous avoir, là, les filles, parce que la dernière saison, j'ai eu beaucoup de 2e année puis de 3e année ou même des gradués. Fait que c'est le fun, enfin, d'avoir des premières années qui se sont portées volontaires pour le podcast. Donc là, tu sais, Liliane t'a dit que t'étais très engagée, que t'aimais ça, genre la participation et tout. Ça a commencé quand, à peu près, ton engagement social? Déjà au secondaire, ça m'intéressait beaucoup. Sûr, j'étais déjà avec une gang d'amis un peu qu'on aimait ça s'impliquer, donc ça m'a poussée moi aussi à aller de ce côté-là. J'ai été la ministre des communications à mon école secondaire, dans Génie en herbe, j'étais dans l'harmonie, le stage band. Je faisais du bénévolat, j'ai fait du bénévolat quand même très souvent. La cause sociale m'a toujours un peu intéressée. Au cégep aussi, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai participé au forum étudiant. Donc, ça montre déjà que la participation démocratique des jeunes, ça m'interpelle vraiment beaucoup. Je pense qu'on doit commencer le plus jeune possible. Également, je faisais partie du comité féministe du cégep Limoilou. On a fait beaucoup de choses, puis ça m'a encore plus donné envie de continuer à m'impliquer là-dedans. Ça ressemble pas mal à ça. Puis toi, Jeanne, c'est comment que ça a commencé? Écoute, moi, ça a commencé très, très jeune. Dès la maternelle. Oui. Je me suis impliquée dans l'organisation du souper spaghetti de mon école primaire. Donc, mes parents étaient très engagés là, en tant que bénévoles à l'école primaire, puis m'ont embarqué dans leur participation. Puis je pense que la flamme est née à ce moment-là. Donc, mes parents, leur travail faisait partie un peu intégrante du travail social puis de la participation à la société. Mon père, c'était un agent de libération conditionnelle. Okay. Donc, vraiment, là, j'ai baigné là-dedans. C'est ça. Donc, ils m'ont impliquée. Puis, tout mon primaire, là, c'est ça, j'étais super impliquée dans tout ce qui était culturel, des initiatives là, comme le souper spaghetti pour ramasser des fonds. Puis, également au secondaire, la même chose, le bénévolat pour des associations comme Gilles Keg, la Fondation pour le cancer du sein. Puis, par la suite, au cégep, mon implication s'est plus transformée vers une formation plus niveau politique, sciences politiques. Donc, j'ai participé là, à des simulations des Nations Unies à Philadelphie et simulations des Nations Unies à McGill. On était très chanceux dans mon programme au cégep, au BI à Garneau. On avait l'opportunité d'être invité à ces
genre de forums étudiants-là internationaux qui réunissaient là, des gens de toute l'Amérique. Donc, ça m'a beaucoup formée, puis je pense que ça m'a beaucoup aussi ouvert les yeux sur une réalité américaine. Quand je parle de l'Amérique, je parle de vraiment du continent américain. Puis c'est ça, donc ça me touche, ça me passionne. Puis la participation, d'où le sujet que je pense qu'on a choisi, Liliane et moi, qui est la participation citoyenne. Je pense que ça regroupe un peu toutes ces expériences-là. Donc, merci Jeanne. Ça fait plaisir. Deux filles super impliquées, on aime ça. Ça trace quand même un bon portrait au Biapri, là. C'est sûr que là, vous parlez en tant que représentante, mais comme je pense que ça touche vraiment beaucoup les étudiants et étudiantes, là, l'implication sociale. Aujourd'hui, vous étiez présente pour nous parler, oui, de la participation citoyenne, mais surtout des enjeux comme le manque de participation. Pouvez-vous élaborer sur le sujet, s'il vous plaît? Bien, on le voit, je pense, de plus en plus avec de résultats d'élection à un autre. On voit la participation baisser drastiquement à chaque élection, surtout dans la tranche des 18-35 ans. Là. Aux dernières élections, c'est quasiment 50% des électeurs de 18 à 35 ans qui sont pas allés voter. Donc, presque une personne sur deux qui est pas allée voter. Puis quand on sait que dans notre démocratie qui est plus ou moins représentative, on va le dire, notre seule manière un peu de mettre notre pied à terre, c'est justement d'aller voter. Puis là, les gens ne prennent plus l'opportunité d'aller voter. Donc, moi, je trouve ça un peu triste. Puis je pense que c'est un enjeu qu'il faut parler. Je pense qu'il y a des belles choses qui se font, mais je pense qu'il y a une éducation politique à faire. Puis éveiller les gens sur la démocratie le plus tôt possible, je pense que c'est quelque chose à faire rapidement. Quand tu parles de démocratie plus ou moins représentative, là, mais j'en sais que tu élabores un peu là-dessus sur le sujet parce que souvent, tu es comme dans la perception des gens, le Québec ou le Canada même, c'est très, très, très démocratique. Fait que tu veux-tu dire par là, mettons, le scrutin qui est pas proportionnel nécessairement ou c'est d'autres Oui, exactement. Ça, ouais. c'est un des enjeux. Là. Je suis pas mal sûre que Jeanne va être d'accord avec ça aussi. Là. Ouais, j'aimerais ça rebondir sur ça aussi. Puis Liliane pourra compléter, mais il y a un enjeu qui a été soulevé là, par plusieurs politologues, dont une que j'adore, qui s'appelle Florence Hegel, qui est une politologue française. Puis c'est la structure des partis politiques. OK. On se targue dans nos démocraties d'être représentatif, de vouloir représenter toute une population. Par contre, notre système partisan est très hiérarchique. Ouais. Puis avec une structure très peu démocratique, on a une hiérarchie très, très fermée, un milieu partisan ou même militant qui va être plus sous une structure, bon, j'irais pas jusqu'à dire autoritaire, mais très, très hiérarchique, très peu flexible. Puis là, c'est vraiment pas pour faire on n'est pas dans l'idée de la partisanerie, mais je vais prendre l'exemple de Québec solidaire qui bouge un peu ces dictates-là, puis ces structures-là un peu qui viennent vraiment du parlementarisme là, anglais, puis qui nous amènent là, à revoir un peu la structure des partis politiques, puis l'engagement des gens et ce qui peut amener à une meilleure participation. Mais ça, on va en reparler. Oui. Ça fait vraiment des liens avec le cours d'admin public là, que les Biapristes doivent suivre obligatoirement. C'est souvent un des points de ce cours-là qu'on sort, c'est le fait que l'administration publique, c'est très à tendance bureaucratique. Veux pas, ça découle de nos traditions. Mm-hmm. Puis c'est un des enjeux en ce moment que l'administration publique tente à résoudre avec des nouvelles théories, des nouvelles stratégies. Mm-hmm. Mais encore là, ça reste un problème au niveau de la participation démocratique, je pense. Je pense même que l'administration publique, c'est un obstacle un peu à la démocratie plus directe parce que on s'entend que les hauts fonctionnaires ont énormément de pouvoir comparativement aux élus. C'est bien beau être un élu, mais quand tu es dans l'opposition, on en parlera tantôt avec le livre de Catherine Dorion, là, mais quand tu es dans l'opposition, tu fais pas grand-chose. T'as pas énormément de pouvoir. C'est vraiment triste, mais t'as pas énormément de pouvoir, surtout face à un parti qui est aussi majoritaire que la CAQ présentement. Puis le fait qu'il y ait justement des hauts fonctionnaires comme ça qui sont même pas élus, qui sont tout simplement nommés par le premier ministre ou des ministres qui ont énormément de pouvoir, que ce soit sur le pouvoir réglementaire ou quoi que ce soit, je pense que ça contribue justement à diminuer cette démocratie-là, à diminuer à quel point on est dans une démocratie ou pas. Puis là, je suis pas en train de dire que le Québec n'est pas une démocratie. Là, comparé aux autres pays, on est quand même... on a énormément de liberté. Là. Oui, vraiment. Puis on a quand même la liberté d'exprimer nos désaccords face au gouvernement. Tu sais, ça, c'est quand même à souligner. Mais je pense qu'il y a du chemin à faire. Puis comme tu parlais, là, le mode de scrutin, ça nous met tout le temps dans des espèces de dilemmes de vote stratégique que finalement, on finit même pas souvent par voter par
le candidat qu'on veut réellement. Puis je trouve que ça nous met devant des dilemmes qu'on devrait pas avoir en tant qu'électeur. Stratégie versus conviction. Ouais, exactement. Pensez-vous qu'il y a d'autres obstacles à la participation, autres que, mettons, le manque de démocratie directe, ou c'est seulement ça, là, le gros point? Ben, je pense vraiment que ce qui est ressorti là, des discussions qu'on a eues là, et également de ce qu'on a lu, parce qu'on s'est préparé pour cette entrevue-là, mais on va pouvoir en rediscuter, c'est vraiment le manque de nous. Okay. La démocratie, c'est une propriété collective. Ouais. Puis, je pense que ça, en ce moment, la personnalisation de la politique, la polarisation des idées politiques, la grande place que la partisanerie a dans notre société, mais on oublie ou on perd cette notion-là de nous. Puis comme on parlait, là, les hauts fonctionnaires, ce genre de choses-là, ben, tu sais, quand on a nationalisé l'hydroélectricité, quand on a créé Hydro-Québec, quand on a créé la Société des alcools du Québec, ben c'était dans l'idée que ce serait des propriétés collectives. Ouais. Mais en ce moment, ben, puis je vais parler en tant que citoyenne, j'ai pas le sentiment que Hydro-Québec ou la Société des alcools, pour laquelle d'ailleurs j'ai travaillé, j'ai pas eu le sentiment du nous. Ouais, je comprends. Puis c'est là où est-ce que je pense qu'on serait capable de trouver une brèche pour que la participation citoyenne refleurisse un peu. Ce serait de réintégrer la participation des gens dans ce nous-là, puis dans ces sociétés d'État-là. Je vais prendre un exemple. Récemment, là, il y a eu, avec l'actualité française, là, il y a eu beaucoup de remous. Les agriculteurs revendiquent certains droits par rapport à la concurrence, etc. Puis on a pris l'exemple de la Suisse. La Suisse, ce sont les agriculteurs, et c'est en temps réel, qui annoncent leur production et qui décident eux-mêmes, ensemble, de quotas pour faire rentrer de l'alimentation du reste de l'Union européenne. Et ça se fait en direct. Donc, en direct, on va faire varier, augmenter beaucoup la taxation des denrées qui arrivent, ou en direct, on va interdire l'arrivée de nouvelles denrées, ou à l'inverse, on va enlever toutes les barrières aux frontières, barrières économiques aux frontières, pour faire rentrer de l'alimentation chez nous. Bon, c'est un exemple un peu loin, mais je trouve que c'est dans cet esprit-là de prendre des décisions collectivement, puis ceux pour qui ça a un réel impact. Mais je trouve que c'est vrai ce que tu dis, parce que, tu sais, Liane, tantôt, tu parlais là, de, tu sais, comme voter pour pas nécessairement le candidat qu'on veut et tout, mais c'est fou, là, le nombre de personnes, là, que comme quand vient le temps de voter, ils sont même pas au courant de c'est qui les reprensentants de leur circonscription. Puis moi, je me rappelle, là, tu sais, veux pas, avec le bac que je suis, puis tout, là, je suis plus l'actualité politique et tout, puis plus jeune, j'essayais de la suivre un peu plus. Mais moi, je me rappelle, là, quand j'ai eu 18 ans, là, j'étais au DEC, en art de communication, puis on n'avait pas nécessairement de connaissances de politique. Puis je me rappelle, j'ai eu 18 ans, puis je pense que comme même pas 5 mois plus tard, il fallait que je vote. Puis je me rappelle là, que j'étais devant mon petit papier, puis j'étais comme, je suis même pas informée, tu sais, je me sentais pas apte, puis j'étais comme, j'ai pas les outils nécessairement pour comme participer genre à ce vote-là. Puis, tu sais, je l'ai fait pareil parce que c'est mon devoir de citoyen, puis j'aimais mieux le faire que pas le faire. Mais c'est fou, là, tu sais, le manque des fois d'éducation qu'on a par rapport à la politique. Je trouve ça dommage que pour avoir des connaissances de base, faut que tu ailles faire des cours de sciences politiques aux études supérieures. Ah, puis même, j'ai une anecdote par rapport à ça, là, parce que tu parles du cégep. Moi, quand j'étais au cégep, ma dernière année, ma deuxième année, moi, j'étais en sciences humaines. Puis dans mon programme, on avait des cours de politique. Puis aux élections de 2022, pendant mon cours, c'était tous des étudiants de au moins deuxième année de cégep là, qui étaient dans le cours. Le professeur nous dit, là, c'est bientôt les élections, nommez-moi les partis. Tu sais, à main levée, nommez-moi les partis. Personne lève la main. Les gens savaient même pas le nom des partis en sciences humaines qui ont des cours de politique, tu sais, qui sont censés être les élèves au cégep qui sont un peu le plus au courant de ça. C'était tous des élèves ayant l'âge de voter. Puis ils le savaient pas, puis ça m'a tellement fait de la peine. Puis comme tu dis, ben c'est qu'il y a un manque d'éducation quelque part, là. C'est pas normal là, qu'une classe de 40 sache pas les noms des partis, là. C'est triste, là. Mais je pense que ça démontre la cause de l'enjeu, là. Justement, ouais. Tu sais, veux pas. Je pense qu'il y en a qui veulent participer, mais veulent pas par manque d'information, peut-être par peur, veulent pas participer. On dirait que moi, c'est ça l'impression que ça me donne. Ben comme elle disait, Jeanne, tantôt, là, parce que je suis vraiment d'accord avec ce qu'elle a dit, mais je pense que c'est un problème tellement plus gros que ce qu'on pense. Je pense que c'est vraiment, tu sais, on est vraiment dans une société
qui vit une fatigue existentielle. On est désillusionné de tout. Les gens sont très individualistes. C'est vraiment des valeurs qui se retournent vers le soi. Avant, c'était des valeurs qui se retournaient vers la communauté. Ouais, le nous, comme tu as dit. Il n'y a plus de communauté. Puis le fait qu'il y ait une perte de sentiment d'appartenance à cette communauté-là, justement, ça fait que les gens veulent plus s'engager, veulent plus se mobiliser. Avant, les gens étaient retenus par quelque chose. Mettons, par un exemple, c'est le référendum de 95. Ouais. Là. Les gens de toutes classes confondues, tout sexe confondu, tout métier confondu, ils étaient retenus par un enjeu, une idéologie qui les retenait tous, qui était la souveraineté. Puis on dirait qu'il y a vraiment une perte de solidarité à cause justement de la société individualiste. Puis j'ai pas l'impression qu'on retrouve ce même sentiment rassembleur-là que depuis, mettons, le référendum de 95. Là. C'est fou de voir à quel point les gens se tenaient ensemble, vraiment juste parce que ils voulaient se mobiliser pour quelque chose qui leur tenait à cœur. Puis là, on dirait les gens, justement, sont tellement désillusionnés qu'il n'y a plus rien qui leur tient à cœur, puis ils se disent « Ah, gars, de toute façon, ça sert à rien. » Je pense que tu voulais rebondir sur le manque d'éducation politique, le Jeanne. manque d'éducation, mais avant, c'est ce nous-là qu'on parle depuis le début. Je pense à mes grands-parents, je pense à mes parents qui ont vécu dans des petits villages, qui ont vécu proches de leur communauté, tissés, serrés, collés. C'est qui maintenant qui sont capables de dire le nom de leur voisin immédiat? Êtes-vous déjà allé voir votre voisin immédiat? Moi, j'en ai deux, puis je les connais parce que depuis que je suis née, là, c'est les mêmes voisins, là, mais je pense à une maison plus loin dans mon quartier, puis il y a une nouvelle voisine qui a aménagé, puis je peux pas dire son nom. Là. Ben c'est ça, exactement. Puis je trouve que c'est pas culturel, mais je veux dire, quand je parle de culturel, c'est plus une pratique là, qui s'efface un petit peu. Mais je pense que tu peux dire culture. Je pense qu'on est vraiment dans une culture justement individualiste. Ben, je trouve que justement, le fondement de notre culture québécoise, tu sais, des gens, ce qu'on dit de nous à l'étranger, on est des gens chaleureux, on est des gens familiaux, on est des gens accueillants. Est-ce qu'on est bienveillant puis accueillant entre nous en ce moment? Je le sais pas. Puis je pense qu'il manque de ça. Puis je pense ça vient aussi le fait d'avoir dénaturé un peu l'idéologie même derrière notre société, l'idéologie politique derrière notre société, qui est la démocratie. C'est quoi le fondement de la démocratie? Ben, c'est le nous. C'est le fait de tous ensemble s'auto-limiter ou s'orienter tous ensemble vers un projet commun. C'est pas le fait de tous ensemble vivre séparés. Non, je comprends ce que tu dis. T'sais, par exemple, va faire une marche dans la rue, là, dans ton quartier là, résidentiel, puisqu'on s'entend qu'il y a des familles. Là. Puis si tu croises quelqu'un, moi, je vous le dis, là, moi, je vais être du genre à regarder les gens pour leur faire un sourire, là, mais souvent, là, les gens, là, avant que tu aies le temps de leur faire un sourire ou de leur dire allô, ils vont regarder par terre. Ouais, ils baissent la tête. Puis ils te parleront pas, puis tu vas juste aux États-Unis, genre, qui est le pays à côté de nous autres, là, puis tu sors de ta chambre d'hôtel à 9h le matin, tu fermes la porte, t'as même pas le temps de te revirer vers la personne à côté de toi, puis la personne, elle va te dire bonjour. Mm-hmm. C'est fou, là, c'est vraiment... Puis je pense que t'as vraiment raison, ça veut pas, ça vient affecter comme l'effet de collectivité qu'on a, puis c'est sûr que à la fin, ça vient impacter la démocratie. Parce que veut pas la démocratie, ça peut pas être une personne, là, Non, c'est tous ça, ensemble. c'est tous ensemble. C'est ça, c'est une propriété collective. Puis à la fin, on parlait d'éducation, mais c'est plus juste une question d'éducation. T'sais, tantôt, quand je disais le référendum de 95, là, c'est un projet de société. Les gens, oui, puis les gens étaient beaucoup moins scolarisés qu'aujourd'hui. Là. Ouais. Mm-hmm. Pourtant, c'est le taux record de participation au vote pour le référendum de 95 au Québec. Puis pourtant, les gens étaient beaucoup moins scolarisés puis éduqués qu'aujourd'hui. Mais c'est pas grave parce que, comme tu dis, Jeanne, il y avait un projet de société. Puis quand on parle d'éducation civique, je pense qu'il faut faire la différence entre l'éducation de connaissances au niveau supérieur collégial ou universitaire et la sensibilisation, la valorisation, l'information, l'accès, la participation, le débat, le développement du sens critique. C'est pas de l'éducation de connaissances pures comme tu apprends les mathématiques. Puis on est dans une refonte en ce moment de notre système d'éducation. Puis c'est un enjeu. Le DGE, le directeur général des élections, en parle depuis des années et tire la sonnette d'alarme à chaque année depuis les dernières élections. Genre, j'ai 22 ans. Je pense que j'ai pas vu une élection où est-ce que le DGE ne distribuait pas des cocardes ou faisait pas de la publicité pour encourager les jeunes à aller voter. Fait que c'est un problème, on le sait. Fait que pourquoi ne pas inclure ça à l'école? Puis
moi, ce qui m'a marqué, c'est la lecture d'un livre que j'ai fait en introduction en sciences politiques, qui est le livre Prendre part de deux philosophes politiques, politologues, là, donc Turmel et Robichaud, je pense qu'ils sont tous deux à l'Université de Montréal. Puis, c'est simple. Ouais, nous, c'était une lecture obligatoire, je m'en rappelle encore. Exactement, une lecture obligatoire. Ben, c'est exactement ce que je me suis dit. Au cégep, là, c'était une lecture obligatoire, puis j'avais trouvé ça vraiment surprenant. Puis c'est pas compliqué. On veut pas que ce soit... C'est pas censé être compliqué. Puis comme Liliane disait, ça n'a pas rapport avec ton niveau d'éducation. On parle de connaissances. C'est... Ça fait partie de ce nous-là. Mais de la valorisation, comme tu dis. On doit cultiver ce nous-là. Puis c'est en prenant conscience de nos biais personnels, nos biais collectifs, puis de quoi est faite la participation citoyenne puis la démocratie. Y a-tu, on parle de manque de participation auprès des jeunes. Ça c'est quand même un fléau, si je peux dire. Je veux pas rendre ça pire que c'est. Mais c'est sûr que ça vient brimer un peu, genre, la démocratie. Parce que veux pas, c'est comme nous, nous, je dis les jeunes, tu sais, souvent, on dit comme on est la société de demain et tout. Mm-hmm. Fait que veux pas, c'est sûr, là, que ça vient créer un obstacle. Mais, tu sais, à part, mettons, le manque d'éducation par rapport à ça, c'est quoi qui pourrait créer aussi que les jeunes veulent moins participer? Parce que, tu sais, en parlant de nous, on est déjà impliqués. Mais, mettons, ceux qui sont comme à part de nous, pourquoi ça les empêcherait? C'est quoi qui les empêcherait, mettons, de s'impliquer? Mais je pense qu'il faut que les gens comprennent que, oui, leur vote a du poids. Tu sais, moi, souvent, ce que j'entends autour de moi, c'est « Ah, mais de toute façon, on s'en calisse là, du vote, là. C'est un vote, puis de toute façon, il va être annulé par quelqu'un d'autre. » Puis souvent, moi, je leur réponds à ces personnes-là, je leur dis « Ouais, mais imagine si tout le monde pensait comme toi. Puis personne n'irait voter. Puis personne n'irait voter, ben le fondement de la démocratie même aurait plus aucun sens. » Ouais, non, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que tantôt, le mot valorisation a été sorti. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Comme, pas juste de l'éducation, juste faire comprendre aux gens que, oui, ton vote a du poids. Puis aussi, ramener l'activisme, le militantisme. Tu sais, c'est bien beau, mettons, être député ou aller voter, mais je pense qu'une grosse partie de comment tu peux participer à la démocratie, puis aussi à participer à défendre tes valeurs puis tes idéaux, c'est le militantisme. L'activisme, c'est juste de faire partie des associations étudiantes. Je pense que c'est déjà un très gros, un bon début, là. Moi, je vais faire un parallèle un peu spécial, mais je vais parler de lecture jeunesse. Quand on parle de lecture jeunesse, la première chose qu'on va dire pour que les jeunes y lisent, là, parce que c'est un autre grand enjeu qu'on va on peut en reparler pendant des heures, mais pour que les jeunes y lisent, là, il faut que les personnages, ils se rattachent à ces personnages-là. Il faut qu'ils se sentent interpellés, il faut qu'ils disent « Hein, ça pourrait être moi, ça ». Faut qu'il y ait une émotion qui les rattache aux personnages. Ben pour moi, c'est la même chose avec la démocratie. Faut qu'il y ait un sentiment d'appartenance envers cette démocratie-là pour que les jeunes, même à un jeune âge, se disent « Hein, moi, là, j'ai hâte d'avoir 18 ans. » Pas pour aller à la SAQ s'acheter une bouteille de vin. Moi, j'ai hâte d'avoir 18 ans pour pouvoir voter. Ouais. C'est vraiment ça. Puis, je pense que c'est ça, c'est de créer une émotion positive et non une désillusion, désabusé, etc. Puis pour ça, je pense que ça prend une dépersonnalisation de la politique. On a une personnalisation de la politique. En ce moment, on chiale sur Legault. On chiale sur Guilbeault. On va chialer sur... etc., etc. Mais c'est plus que ça, là. Ouais. On a 125 et plus députés qui nous représentent, là. Je comprends ça. C'est ça, fait que c'est de cultiver cette diversité-là, puis de sentir qu'on est de plus en plus représenté. Puis une idée qui me vient comme ça, ce serait peut-être un ministère de la jeunesse. On parle de pénurie de main-d'œuvre, puis on parle de problèmes en éducation. Et on en a besoin de ces jeunes-là, là. On en a besoin, là, dans le futur, là. C'est eux qui vont prendre soin de ceux qui sont en ce moment assis, là, en chambre, là. C'est eux qui vont prendre soin des parents, puis des grands-parents, puis de nos baby-boomers qui ont fait la Révolution tranquille. On en a besoin de ces jeunes-là. Fait faut en prendre soin. Toi, Liliane, ce serait quoi tes solutions, mettons, pour motiver plus la participation jeunesse? Ben, je pense que c'est un peu d'arrêter de faire des caricatures de la nouvelle génération, là. Ouais. Ben, j'ai l'impression que ça fait un peu une prophétie autoréalisatrice dans le sens que... La fameuse Gen Z. C'est ça, tu sais, dans le sens que si toutes les générations au-dessus de nous martèlent toujours qu'on est une mauvaise génération, à un moment donné, on finit par le croire aussi, là. Puis c'est ça j'ai l'impression que les jeunes finissent par croire que, ben, tu sais, de toute façon, nous, on est des générations sur notre selle puis on fait rien.
mais on va leur montrer que c'est pas vrai qu'on fait rien. Il y a plein de jeunes qui font des super belles initiatives qu'on voit pas puis qu'on parle pas. Puis je pense que si on en parlait plus dans les médias, ça serait peut-être plus les autres à vouloir s'engager également. Puis je pense que comme je disais tantôt, il faut arrêter de penser que notre vote vaut rien. Tu sais, on entend tout le temps les jeunes chialer sur la CAQ. Mais pourquoi la CAQ a été élue? C'est parce que leur programme est beaucoup basé sur les personnes âgées. Puis les personnes âgées, c'est eux qui vont le plus voter. T'sais, eux, ils ont compris comment utiliser leur droit à la démocratie. Je pense que les gens ne se réalisent pas que si toutes les 18-35 ans étaient allés voter, là, je pense que la carte électorale aurait été très différente. Probablement, Ouais. oui. Bien, sur ça, on va aller faire une courte pause et on vous revient bientôt à priori. Vous êtes de retour à priori, l'émission et balado des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Je suis toujours accompagnée de Liliane et Jeanne qui aujourd'hui nous parlent de la société civile et l'implication dans la démocratie pas mal au Québec, là, je vous dirais. Puis avant la pause, on parlait du manque de participation dans la société en général, mais surtout au niveau des jeunes. Bienvenue les filles. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez ajouter sur le manque de participation? On n'a pas fini, inquiète-toi pas. Parfait. On en a en masse. Liliane, voulais-tu y aller avec ta lecture récente? Oui, exactement. Là. Moi, je me suis vraiment intéressée. C'est un livre qui vient de sortir. Je pense que c'est très intéressant d'aller le lire. C'est le livre Les têtes brûlées de Catherine Dorion. Catherine Dorion qui a été députée pour Québec solidaire dans Tachereau, dans le fond, à la dernière session parlementaire, mais qui ne s'est pas représentée pour les élections en 2022 de Québec solidaire. Et elle a sorti, si on peut dire, des grosses coupes dans son livre. Je pense que c'est des choses que tout le monde savait un petit peu, mais malheureusement, je trouve qu'elle dépeint un portrait qui est réel, même si c'est un peu triste. Dans le fond, dans son livre, elle parle d'à quel point son métier de députée l'a détruite, puis lui a en fait donné le dégoût de la politique. Elle parle beaucoup de l'influence néfaste des médias sur le politique. Dans le fond, que les médias auraient beaucoup plus de pouvoir que le politique en général, parce que de toute façon, que tu dises n'importe quoi, les médias peuvent le déformer. Ils vont vouloir te faire une caricature de toi dans les médias. C'est un peu ça qui est arrivé à Catherine Dorion. Puis, elle parle beaucoup de comment la politique, c'est un spectacle à l'Assemblée nationale. Comment on démontre... dans le fond, que le débat, c'est plus une démonstration de pouvoir au lieu d'être une démonstration d'idées et d'arguments. Puis elle a dit que ça lui a amené beaucoup de désillusions, puis ça lui a juste donné envie de retourner plus à l'activisme au lieu d'être en politique. Puis moi, ça m'a quand même frappée parce que, tu sais, on s'entend que, moi, dans ma tête, le plus loin où tu peux aller dans ton implication politique, c'était justement d'être député pour le parti pour lequel les idéaux concordent le mieux avec toi. Puis là, je disais ça, puis... c'est triste, mais en même temps, je trouvais qu'elle avait tellement raison. Mais je me dis, écoutons, est-ce qu'il faut vraiment, tu sais, bâcher la job de député? Est-ce qu'il faut vraiment, dans le fond, revoir ce métier-là? Je sais pas si, Jeanne, tu as une opinion là-dessus. Ben, en ce qui a trait au travail de député, je pense que ce qui nous manque en ce moment, c'est de l'opposition. Puis surtout, c'est la valorisation du débat non partisan. Comme tu dis, il y a une théâtralisation vraiment là, très, très importante qui est présente avec la partisanerie puis la présence des partis. Puis les partis ont leur raison d'être. C'est des organisations qui mobilisent puis qui ont réussi à mobiliser sans faire appel à l'argent. Mm-hmm. Ou sans faire appel, tu sais, ils ont leur raison d'être, là. Faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, là. Mais c'est ça, la notion de partisanerie, je pense que puis qui est théâtralisée et qui est très, 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 très mise en avant dans les médias. On parle des chicanes entre les députés, qui c'est qui a gonflé une balloune, c'est qui s'est chicané un peu puis qui a dit là, monsieur le président, là, on entend ça beaucoup, là, monsieur le président, là, c'est pas gentil ce qu'ils ont dit dans l'autre parti. Mm-hmm. Tu sais,
Tandis qu'il y a des super belles initiatives. Puis encore hier, on avait un bière et politique avec le programme. On a reçu Pierre Fitzgibbon, on a reçu Pascal Paradis, Haroun Boisy et Frédéric Beauchemin, qui s'appelaient par leur prénom et qui avaient une réelle discussion. C'est pas ça qu'on voit dans les médias. Non. C'est pas ça qu'on voit dans les médias sociaux des partis eux-mêmes. C'est pas ça qu'on voit voyons, je dirais dans nos médias traditionnels et non traditionnels. Pourtant, ce sont tous des personnes qui travaillent de concert. Mais ça, on le voit pas. Puis je trouve ça vraiment dommage. Puis je trouve que quelque chose qui l'a remis sur la scène, c'est un bel hommage qui a été fait à Véronique Yvon, Oui. qui est une députée du Parti québécois, Mhm. qui a mené à bras le corps là, le projet là, de l'aide médicale à mourir, entre autres, Ouais. récemment. Puis, tu sais, elle mentionnait, puis elle a répété à quel point ça avait été un projet collectif, puis que en commission, donc hors de la vue citoyenne, ben en commission, ben ils travaillaient tous de concert, tous les partis ensemble, pour mener à bien ce projet-là. Fait que ça, je pense que c'est l'envers du décor qu'on ne voit pas, puis qui devrait être valorisé au contraire, parce que ce que ça fait, c'est que ça accentue la polarisation dans notre société, puis ça crée justement, comme Liliane disait, un certain cynisme. Ça donne pas envie d'aller s'asseoir en tant que député de l'opposition, puis de faire comme, ben dans le fond, moi, on me verra pas, on m'entendra pas. Puis même si j'essaie d'apporter quelque chose de positif, ben peut-être même que mon parti, à cause de la ligne de parti ou quelque chose ou si j'essaie de rejoindre un autre parti ou leur tendre la main, ben j'aurai pas l'opportunité de. Je suis curieuse. Liliane, tu disais que Catherine Dorion, mettons, elle, ça l'a un peu, je sais pas comment dire ça, mais un peu rendu triste d'être députée, justement. Là, tu as un peu expliqué des raisons peut-être du pourquoi. Y a-t-il autre chose, mettons, que les médias là, qui ont créé ça, ou c'est principalement les médias qui ont créé ça? Ben, elle parlait des médias, elle parlait de la ligne de parti, parce qu'au sein d'un parti, c'est dur de s'entendre tous. Là. C'est pas vrai qu'au sein d'un parti, Oui. tous les députés sont d'accord sur tous les enjeux. Puis elle, dans le fond, elle disait qu'elle avait beaucoup de difficultés avec son porte-parole, Gabriel Nadeau-Dubois, OK. qui, lui, voulait peut-être être plus... elle appelle ça, dans le fond, un bon élève, OK. parce que peut-être qu'il s'éloignait plus de la gauche extrême, qu'elle aurait peut-être plus voulu que son parti reste de ce côté-là. OK. Puis, dans le fond, il se moulait mieux au décorum. OK. Puis en même temps, moi, je comprends, t'as pas le choix à un moment donné de te mouler au décorum si tu veux te faire entendre. Ouais. Tu sais, surtout quand t'es dans un parti d'opposition, faut que tu prennes tous les moyens pour te faire entendre. Puis à un moment donné, même si c'est de piler sur certains principes, je pense que Gabriel Dubois avait les bonnes raisons de le faire. Puis elle, dans le fond, elle était pas d'accord avec ça. Il y a plusieurs choses qu'elle aurait voulu que son parti prenne position, qu'il l'a pas faite. Elle parle aussi beaucoup des lobbyistes Ouais. qui sont au-dessus des députés, Tu peux-tu finalement. là. élaborer là-dessus, justement, sur les lobbyistes? Parce que je sais que, tu sais, c'est justement un des métiers que les gens du Biapri aspirent Ouais. à souvent. Fait que peux-tu juste T'sais, élaborer un peu? Dans le fond, le lobbyiste, là, si on veut faire une définition très, très simple, là, c'est des gens qui vont mettre des pressions sur les députés, sur Ouais. le gouvernement en général. Puis souvent, le problème avec les lobbyistes, c'est que il va avoir, on va dire, l'attrait de l'argent. OK. Puis c'est souvent ça qui va influencer. Ça va enlever la transparence de la démocratie. C'est un peu ça qu'elle a dit dans son livre, là, ce que je suis totalement d'accord avec elle. Puis elle dit que de toute façon, à chaque fois qu'il essayait, mettons, de faire rentrer une nouvelle motion, de parler en commission pour faire changer, pour faire un amendement dans le projet de loi ou quoi que ce soit, ben il y avait toujours des forces au-dessus que même, mettons, les députés de la CAQ qui étaient très majoritaires, peut-être se faisaient tirer les ficelles, justement, par ces lobbyistes-là qui sont au-dessus d'eux. Lobbyistes, on parle pas nécessairement de syndicats, là, à l'exclure les syndicats là-dedans, mais vraiment les lobbyistes du privé, on se rend pas compte à quel point ils ont énormément de pouvoir, surtout sur les hauts fonctionnaires, comme on parlait tantôt. Souvent, c'est des chummy. C'est une question d'argent. Genre, parce qu'ils ont des moyens financiers, fait qu'ils ont plus d'influence ou non? Jeanne? Ben, je pense qu'il y a une question, d'argent, mais je pense qu'il y a aussi une question de relations. Ouais. Les lobbyistes, souvent, là, on va avoir des avocats ou des anciens députés. Puis moi, je trouve que niveau transparence, il y a aussi des conflits d'intérêts. OK. Parce qu'il y a un accès privilégié.
ils sont comme dans un point d'inflexion de la société civile. OK. Ils sont dans un entre-deux, dans une craque de divan qui leur permet d'avoir un accès privilégié aux décideurs parce que ils ont travaillé avec eux. Ils se sont comme députés ou comme avocats, comme attachés de presse, comme journalistes. Et moi, à un certain niveau, ça me dérange parce que je trouve que ça crée un accès privilégié. Et pour moi, la démocratie est justement là pour empêcher les privilèges. Pas empêcher, mais limiter un certain privilège. Et j'ai un exemple concret du lobbying, puis comment le lobbying s'opère. Et c'est vrai qu'on a fait la critique un peu des médias tantôt, mais j'aimerais ça aussi remercier nos médias d'investigation. Puis là, en ce moment, je parle de Radio-Canada, entre autres, mais on pourra en parler de bien d'autres. Il y a Enquête qui a révélé là, en 2022-2023, après une fuite de documents, là, que Uber aurait eu un accès privilégié au cabinet de Philippe Couillard, donc notre l'entreprise internationale. L'entreprise Uber. L'entreprise Uber, ouais, l'entreprise de taxi, de livraison de nourriture. Ils ont eu accès à? Ils ont eu un accès privilégié par l'intermédiaire de lobbyistes à notre ancien premier ministre Philippe Couillard. Et c'est Enquête qui a révélé ça. Puis, moi, en tant que citoyenne, ça me dérange. Mais leur but, c'était quoi? Leur objectif, c'était de dévaloriser l'industrie du taxi ou faire passer ou influencer des décisions du cabinet ministériel et du premier ministre qui favoriseraient ou qui permettraient l'implantation de Uber et le changement de certaines normes dans l'industrie du taxi au Québec, qui est, je dois dire, extrêmement réglementée et qui met quand même une pression relative sur les chauffeurs de taxi qui payent, ma foi, très, très cher leur licence. Ouais. Ah, on dirait que je suis comme surprise de l'exemple. T'avais-tu un autre exemple de lobbyiste, je pense? Ou non, je m'en tiendrais à ça parce que souvent, sinon, ils font ça, les lobbyistes, c'est qu'ils vont vouloir ils vont faire la pression pour une mise en place d'une politique publique ou pour en modifier une, pour que ce soit leur avantage finalement. Là. Puis comme l'avantage de ceux qui représentent. Exactement. Puis comme Jeanne a dit, moi, ça me rend très mal à l'aise quand on a des députés à l'Assemblée nationale, par exemple notre ministre de l'Économie, qui est un ancien PDG de compagnie. Ouais. Ça me rend très mal à l'aise. Alors qu'on parle, mettons, de des députés Québec solidaire qui étaient dans le milieu communautaire. T'sais, on voit qu'ils viennent pas du même milieu, qu'ils ont pas les mêmes intérêts puis les mêmes influences. Là. Puis peut-être nuancer, puis Liliane, peut-être que c'est pas ça ton opinion, mais ce que je comprends, c'est pas nécessairement que il a été PDG et qu'il ait sûrement fait de l'argent ou peu importe, c'est qu'il ait été en contact avec une sphère politique et une sphère économique, une sphère de décideurs qui ont une grande influence sur comment est menée la politique au Québec et non juste parce que c'était un PDG, c'est pas un préjugé de prolétaire versus propriétaire, c'est plus ça vient avec un bagage qui va franchement t'avantager. Ouais, je pense que je comprends quand même le point de comme tu veux pas. Faut nuancer, c'est pas parce que t'es lobbyiste que t'es nécessairement comme mal intentionné, entre guillemets. C'est juste que, veux pas, c'est sûr que si il y a des lobbyistes qui agissent comme tu l'as montré, Jeanne, puis comme tu l'as expliqué, Liliane, c'est sûr que, veux pas, à la longue, ça peut venir décourager la participation citoyenne, puis ça vient faire en sorte que le monde va moins vouloir s'impliquer, ou même des gens qui aspirent à être députés voudront peut-être pas l'être nécessairement, puis vont aller faire autre chose au lieu de s'impliquer que de participer parce qu'ils seraient, mettons, découragés à la longue. Ouais, c'est ça votre point, si je comprends bien. Ouais, puis aussi, tu sais, toute la notion d'argent là-dedans aussi. Puis j'ai été... Là, en ce moment, on enregistre, on est le 1er février 2024. Et ce matin... C'était dans les médias, la CAQ a proposé que à partir de prochainement, il ne soit plus financé par des que les députés soient plus financés. Donc le parti ne soit plus financé par des dons. Individuels, des dons de compagnie, ce genre de choses-là. Même si c'est très, très réglementé. On est très, très réglementé au Québec, puis on peut se féliciter pour ça. Donc, est-ce que moi, ce serait le genre de politique qui m'interpelle, puis je pense que ça si ça va dans la bonne direction, puis si ça continue dans ce sens-là, ce serait le genre de politique qui pourrait m'interpeller. Je sais pas, Liliane, qu'est-ce que t'en penses?
Ben moi, je pense que, comme tu dis, ça devrait être beaucoup plus réglementé, surtout les lobbyistes. Puis avant, c'était un métier un peu caché. Puis là, comme Caroline a dit, nous, on est dans un bac où il y a des gens qui aspirent à devenir ça. Il y a d'autres bacs aussi que des gens aspirent à devenir ça parce que ça a l'air super, là. T'as un accès privilégié à la politique, c'est très bien rémunéré, t'as des beaux avantages, les cocktails, les 5 à 7. Mais moi, je pense qu'il faut faire de la prévention un peu sur ce métier-là, qu'on en parle pour de vrai. On a vu aux États-Unis, il y a eu des dérapages avec ça. Oui. Puis il y en a partout dans le monde. Puis je pense qu'il faut faire de la prévention par rapport à ça. Un lobbyiste, comme on a dit, c'est pas quelqu'un qui a nécessairement des intentions mauvaises. Ouais. Mais je pense qu'il faut faire la part des choses puis essayer que tout le monde parte sur le même pied d'égalité par rapport à l'influence qu'ils peuvent avoir sur les décideurs. Puis les lobbyistes empêchent ça. Oui, Qu'on parce parte que, tous sur le même pied ouais, parce d'égalité. que, puis on revient à l'argent, parce que l'argent puis le lobbying, ça fait deux. Mhm. L'entreprise qui fait des milliards, qui veut engager 10 lobbyistes pour aller gentiment titiller les décideurs politiques, ben elle, c'est rien là, dans son chiffre d'affaires. Mais l'organisme public, lui, qui veut, l'OBNL, qui veut engager un lobbyiste pour aller faire valoir ses points. Puis là, je dis pas que les points de l'entreprise publique, l'entreprise privée ne sont pas bons. Peut-être que c'est un employeur qui emploie, je sais pas moi, 10 000 travailleurs parce qu'il est dans l'industrie agroalimentaire. Puis là, il y a une politique qui va passer, puis ça marche pas pantoute. Je dis pas que c'est pas bon, là, mais c'est qu'il y en a un qui a un tellement plus gros poids parce qu'il peut se le permettre financièrement. Fait que ça, tu sais, je pense que ça devrait être plus réglementé, puis tu sais, les salaires des lobbyistes, comment ils sont rémunérés. C'est sûr que tu sais, nos décideurs publics, leurs agendas sont tous, tu sais, sont tous publics, mais leurs agendas de journée sont Ouais, publics. c'est ça. Leurs agendas de fin de semaine sont pas publics. Fait que c'est des petits détails comme ça. Fait que, en effet, tout ça additionné ensemble, ça va pas t'inciter à vouloir rentrer dans la société civile. Ben, pas rentrer, mais prendre ta place dans la société civile puis dire hey, moi, ma démocratie, là, elle m'interpelle. Dans le livre, justement, là, que tu nous parles, Liliane, y avait-tu des solutions, mettons, pour comme stimuler un peu la participation citoyenne malgré comme ce désintérêt-là causé par les enjeux, mettons, que les lobbyistes amènent ou autres? Mais elle n'a pas parlé nécessairement de solutions, mais tu sais, pour elle, mettons, personnellement, c'était vraiment de retourner à l'activisme, au militantisme. Puis Ouais. elle parle beaucoup d'art, tu sais, puis c'est une artiste, donc c'est un peu normal qu'elle en parle dans son livre, mais elle parle beaucoup d'à quel point l'art, ça peut aussi... c'est une forme de militantisme et d'activisme. Puis elle, pour elle, c'est comme ça dans le fond, qu'elle exprime ses idéaux puis qu'elle s'engage. Et non en mettant un tailleur puis un veston pour aller à l'Assemblée nationale. Là. Je vais en profiter pour plugger l'épisode de la saison 2 sur l'activisme et le militantisme, et Ouais. surtout les assos étudiantes, parce qu'on a justement mentionné que c'était souvent là que ça commençait. Fait que je vous invite à aller l'écouter. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est l'activisme, le militantisme, l'implication. Tu sais, Ouais. justement, là, je vais revenir au fait que hier, on avait un événement avec des députés de tous les partis, là, puis... tu sais, M. Paradis a sorti plusieurs fois dans la soirée, s'il y a de quoi qui vous déplaît, tu sais, allez voir le bureau de votre député, Ben oui. appelez à la réception, tu sais, poussez, puis expliquer qu'il y a des affaires qui vous dérangent. Puis c'est vrai, puis souvent, on pense pas de le faire. Tu sais, tu vas entendre, là, « Ah, mon député, il fait pas ci, il fait pas ça. » Moi, mais si tu participes pas, C'est ça. il saura pas, là, lui, il va pas venir dans ton salon une fois par semaine pour savoir ce qui te déplaît, ce qui te déplaît pas. Tu sais, il veut pas, je pense que ça fait partie de notre devoir de citoyen. On a la chance de le faire. Faut dénoncer, faut s'impliquer, puis faut participer surtout. Puis l'implication, tu sais, les gens, ils pensent que c'est gros, là. C'est pas nécessairement d'aller casser des vitres, là, pour défendre tes idées, là. Juste faire, tu sais, selon moi, la participation citoyenne, c'est non partisan, là. De faire du bénévolat, c'est de la participation citoyenne, là. Je sais pas si, Jeanne, tu voulais rajouter quelque chose, là? Oui, ben, je suis tout à fait d'accord avec toi, puis le bénévolat. Puis ça revient au fait que ça nous rapproche, ça nous rassemble, Ouais. ça nourrit la communauté. Puis je vais être honnête, j'ai complètement oublié le point que je voulais rajouter, fait qu'on peut passer à la prochaine question. Je sais que tu voulais nous parler, tu sais, là, on a parlé un peu comme les problèmes de la démocratie, la participation citoyenne, c'est quoi, les enjeux, mais je sais que
tu m'avais mentionné que un point que tu aurais aimé ça aborder pendant l'épisode, c'est l'essence de la démocratie, puis comment ça a encore des influences aujourd'hui, puis comment ça peut aussi nous donner des solutions ou même expliquer certains enjeux qu'on vit aujourd'hui. Ouais, ben j'aimerais revenir là, vraiment sur la notion. Pas de problème, t'as de la liberté. Merci. Ben sur la notion, tu sais, d'individualisme. Ouais. Puis je pense que c'est un de nos angles morts. Puis quelque chose là, que notre génération, là, quand je dis notre génération, c'est la fameuse Gen Z. C'est sûr que les médias interactifs, les réseaux sociaux, tu sais, je trouve que ça l'amène ça beaucoup. Tu sais, on s'isole parfois des uns des autres. Puis même, je veux dire, la peur, la précarité, les enjeux de société, la peur des changements climatiques, puis tout ça, on dirait que ça a l'effet, la peur a l'effet de nous isoler, puis de nous répulser les uns des autres au lieu de se rassembler, puis on oublie justement, c'est ça, cette essence-là de société puis de démocratie qui était que ensemble, on construit quelque chose, puis c'est l'idée de cité qu'on va retrouver dans la philo grecque, particulièrement. Puis je plug mon amour du cours de philo au cégep. Fait que c'est ça, qu'il y avait une notion, je trouve qu'on a dénaturé la notion de droit individuel, puis la notion d'individualité, puis pas de droit, je dirais oui, c'est ça, de droit naturel en le prenant chacun pour soi, alors que dans l'essence de la démocratie, il y a une existence de liberté, mais de liberté collective. Un citoyen, c'est la portion d'un corps collectif. On n'existe pas sans les autres. Puis c'est un exercice de pouvoir collectif, puis direct. Pour la toute, puis on est tous ensemble propriétaires de la souveraineté. J'aimerais ça juste revenir un peu sur la notion de peur. Là. Moi, on dirait que tu sais, là, tu parlais, mettons, de la peur des changements climatiques et tout. Mais moi, on dirait que j'ai l'impression que la peur paralyse les gens de s'impliquer. Genre, la peur de manque de temps, la peur de pas être à la hauteur. Parce que, là, je vais prendre un exemple vraiment proche de nous. Autant qu'on a beaucoup de gens impliqués dans le BIAPRI, tu sais, des fois, quand vient le temps de s'impliquer dans les assemblées générales ou dans des comités quelconques, souvent, on retrouve qu'il y a un certain manque de participation. Tu sais, l'Assemblée générale des sciences sociales, à l'automne, il y a eu de la misère pour un vote de grève là, qui était super important, là, la rémunération des stages puis la salarisation des stages, à avoir le quorum. On dirait que par manque de peur de participation et tout. Puis je trouve que c'est vraiment un fléau, justement, la participation citoyenne. Tu sais, la peur de comme s'engager, la peur de perdre ses libertés, si je peux dire, mais c'est comme liberté de temps, de choix, de ce que... Ouais. Je pense que ça vient vraiment comme brimer la démocratie, puis ça vient paralyser un peu, puis je pense que justement, ça revient aussi à la philosophie de la démocratie ancienne, de comme, tu sais, on a des droits, il faut les faire respecter, et etc. Fait que c'est parce que, dans le fond, ta participation, c'est ça, ta liberté. C'est ça. Le fait de participer un droit, consiste en ta liberté. C'est pas une définition négative de la liberté. C'est pas de ne pas te faire embêter, ne pas être limité. C'est le droit de participer. C'est un contenant qui est pas vide, c'est un contenant plein, la définition de la démocratie ancienne. Puis elle a ses limites aussi, là. La démocratie ancienne, c'est l'individu. On pouvait gérer à peu près tous les rapports privés entre les individus. C'est pas à ça qu'on veut revenir. C'est pas de la liberté, là. C'est pas la liberté, c'est un objectif. C'est pas un objectif, c'est pas une fin en soi, mais je pense qu'il faut revenir un peu à nos sources. Puis également, moi, je rajouterais que faut être conscient aussi de nos limites puis de nos biais en tant que génération. Ouais. Tu sais, je trouve qu'on a un biais un peu de, je dirais pas de sensibilité, mais une difficulté à être confronté. Ouais. Ça vient chercher des émotions pas le fun. Puis je trouve que c'est quelque chose qui doit être cultivé, puis j'utilise tellement le mot cultiver, mais on se cultive. Puis c'est quelque chose qui doit être cultivé. On a de la difficulté à être confronté parce qu'on vit parfois avec les réseaux sociaux dans des chambres d'écho. Ouais. On a de la misère à se faire confronter sur nos idées, puis on préfère dire « Ah, mais ça devrait pas pouvoir être dit sur la place publique. Ça, on devrait pas pouvoir le dire. » Mais non.
pour moi, comme Voltaire y a dit, puis ça me reste tout le temps en tête, c'est je suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je vais me battre pour que tu puisses le dire. Je pense que tout est dans la manière de le dire aussi. Oui, là. tout est dans la manière de le dire. Tout est dans la manière de le dire. Puis, tu sais, si tu as une idée, puis tu as une émotion pas le fun, tu peux l'exprimer. C'est juste tout est dans la manière de le dire. Oui, puis oui, en effet, mais c'est clair que ce sera jamais tout le monde qui va être capable de le dire. Fait que, qu'est-ce que tu veux faire? Changer les autres ou changer, toi, ta perception? Est-ce que tu veux... Moi, je préfère pouvoir aller argumenter puis aller chercher les petites bêtes sur l'opinion de quelqu'un, puis de discuter avec lui, puis de débattre, que de dire « Ah ben, je l'entendrai pas » ou « Ah ben, je préfère que ça se soit censuré » ou ça. Je pense qu'il y a aussi cet enjeu-là, puis je pense que quand on milite puis on prône une démocratie plus participative, ben il faut s'ouvrir aussi au fait que on va constamment être confronté dans nos idées, puis constamment être confronté dans nos points de vue, puis qu'il faut apprendre à vivre avec ces choses-là. Puis je pense que c'est une critique, puis c'est un biais, puis c'est un angle mort que peut-être notre génération pourrait avoir éventuellement. Fait que je lance ça comme ça, mais je sais pas si Liliane, tu voulais ça t'inspire. Mais comme tu dis là, moi j'aime tellement mieux argumenter avec quelqu'un qui n'a pas la même opinion que moi que quelqu'un qui dit juste « Oh, moi, j'ai pas d'opinion sur le sujet parce qu'il veut pas déranger. » Mais comme, je sais pas à quel point les gens se rendent compte à quel point c'est problématique de pas avoir d'opinion sur un sujet. Il faut que tu aies des opinions sur un sujet. C'est comme ça que tu vas développer ton esprit critique puis ton esprit citoyen. Puis tu as parlé du cours de philosophie, puis ça fait... J'entends tout le temps ça. Souvent, les gens en technique, « Ah, les cours de philosophie au cégep, ça sert à rien. » Ben non. Pas juste les gens en technique, je te dirais que c'est pas mal généralisé. Ah oui, puis même François Legault l'a déjà dit qu'il voudrait peut-être enlever le cours de philosophie parce que au c'est cégep. Difficile. Moi, difficile. Ouais. Difficile. Moi, je pense que c'est à la base de notre formation, pas de futur intellect, là, à la base de notre formation de futur citoyen, de pouvoir avoir un esprit critique puis avoir des opinions. Arrêtez de dire que vous n'avez pas d'opinion, ça me fait tellement de la peine. Faut en avoir, puis ça sera des opinions contraires, puis ça sera parfait comme ça. Puis c'est comme ça qu'on a des débats puis des luttes de société, parce que les gens ont des opinions contraires, puis c'est ça qui fait avancer la société. Si depuis le début, personne n'avait eu d'opinion, d'après moi, on n'en serait pas on a peur du conflit un peu. Ouais. Ben, sur ça, on va conclure l'épisode. Malheureusement, il y aurait plein d'affaires encore à dire. On est comme enflammés, là. Merci beaucoup, les filles, d'avoir participé au premier épisode de la 3e saison. Puis, pour ceux qui nous écoutent, on se dit à bientôt.